rétrospective, mesdames, messieurs, merci de nous suivre. Les questions de paix et de sécurité dans la région de Grand Lac ont fait l'objet du 7e sommet de la CIRGL tenu à Brazzaville du 17 au 19 octobre. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, qui a pris part à ce sommet, a aussi participé à la 8e réunion de haut niveau du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région. Et puis la République démocratique du Congo a été élue le lundi 16 octobre au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une élection qualifiée de succès diplomatique par rapport aux récriminations auxquelles Kinshasa a dû faire face. Avec cette élection de 3 ans, la RDC aura l'opportunité de faire bénéficier aux autres membres de son expertise en matière de lutte pour la promotion des droits de l'homme. Enfin, la tripartite CENI, SEN et sa gouvernement sur l'évaluation du processus électoral s'est déroulée du 14 au 18 octobre 2017. À l'issue de ces travaux, une recommandation majeure a été faite à la CENI, celle de publier un calendrier électoral réaliste. Le Premier ministre et les participants à ces tripartites ont invité la communauté internationale à honorer leurs engagements à l'égard de la République. Le président sud-africain Jacob Zuma a séjourné à Kinshasa depuis samedi 14 octobre dernier, reçu par le président congolais Joseph Kabila Kabange. Jacob Zuma s'est entretenu avec son hôte dans le cadre du renforcement de l'excellence des relations entre Kinshasa et Pretoria. C'est donc à l'issue d'une importante séance de travail au Palais de la Nation que les deux présidents africains ont évoqué leur détermination à consolider les acquis de la démocratie, de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité dans l'espace SADC ainsi que dans la région de Grand Lac. Les deux personnalités ont également réaffirmé leur adhésion aux différentes décisions du 37e sommet de la SADC en rapport avec l'évolution positive de la situation politique en RDC. Selon les sources compétentes, Joseph Kabila et Jacob Zuma ont renouvelé l'engagement de consolider les relations bilatérales qui existent entre la RDC et l'Afrique du Sud. Du reste, le président sud-africain a exprimé le soutien de son pays au processus électoral en cours en RDC. Au cours de cette séance de travail, les deux présidents africains ont été assistés pour le compte de la RDC par Alexis Thambwe Mwamba, ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, et pour l'Afrique du Sud par Maître Nkoana Mashabane, ministre des Relations internationales et de la coopération. Les questions de paix et sécurité en RDC, en République centrafricaine, au Burundi et au Soudan du Sud seront examinées par les chefs d'État des pays membres de la Conférence internationale de la région de Grand Lac. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé à Brazzaville ce mercredi en provenance de Kinshasa pour prendre part à ce 7e sommet de la CIRGL qui se tient du 17 au 19 octobre 2017. La rencontre a été précédée par des discussions entre experts et ministres des Affaires étrangères de 12 États membres de la CIRGL, dont l'Angola, le Burundi, la RCA, la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la Zambie. Les chefs d'État évalueront l'accord cadre d'Addis Abeba passé entre les acteurs politiques de la RDC et la communauté internationale en 2015 sous l'égide de l'Union africaine, mais pour lesquels plusieurs blocages sont notés. La question de sécurité qui sera abordée à Brazzaville est d'une grande importance car la région de Grand Lac est en proie à des graves violences et plusieurs conflits armés. L'étape de Brazzaville est également une étape pour faire le point sur les questions de sécurité dans la sous-région. Les conflits qui déchirent les régions entières empêchent aux populations de jouir du bien-être de l'exploitation des ressources naturelles. Le rôle que peut jouer le président Denis Sassou Nguesso, hôte du sommet, sera révélateur dans la résolution de ces questions. Sachez aussi que Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, prendra également part à la 8e réunion de haut niveau du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région. L'élection depuis le 16 octobre dernier à New York de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies continue d'alimenter l'actualité. Le débat tourne essentiellement dans la quête des justifications à la base de ce succès diplomatique par rapport aux récriminations auxquelles Kinshasa avait dû faire face.
Contrairement aux propos courants, la RDC avait légitimement soumis sa candidature du fait qu'elle est membre de l'ONU, mais aussi par rapport aux missions dévolues au Conseil des droits de l'homme. Parmi ces missions, la CDH fournit une assistance au gouvernement sous forme de savoir-faire et de formation technique dans les domaines de l'administration, de la justice, des réformes législatives et du processus électoral pour les aider à appliquer les normes internationales de droits de l'homme sur le terrain. Ainsi donc, le rapprochement de la RDC en intégrant le CDH pour un mandat de 3 ans devrait lui permettre de transmettre la meilleure information sur sa situation pour bénéficier en retour d'une meilleure assistance. De même, la RDC aura-t-elle l'opportunité de faire bénéficier aux autres membres de son expertise en matière de lutte pour la promotion des droits de l'homme? En effet, le vote de la RDC aura été déterminant en raison de son expérience dans la lutte contre les violations de droits de l'homme telles que reconnues à ce jour par divers partenaires. L'on peut citer à titre illustratif le retrait des FARDC de la liste des armées indexées à travers le monde pour l'utilisation des enfants soldats en leur sein. L'on peut citer aussi les efforts menés à travers le bureau de la représentante spéciale du chef de l'État pour la réduction des violences faites à la femme. Des avancées réalisées notamment par la multiplication de procès contre les auteurs de ces exactions et qui n'épargnent personne, surtout au sein de l'armée. Lors de son dernier séjour en RDC, la directrice de l'UNIFEM avait reconnu et salué ces efforts qui font qu'aujourd'hui la RDC ne soit plus cette capitale des viols comme l'affirmaient les médias occidentaux. Dans tous les cas, au-delà de ce sentiment de succès que justifie l'adversité auquel il a dû faire face, le gouvernement congolais accueille ce vote comme une responsabilité, une opportunité d'excellence mutuelle. La ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchebekwa, l'avait redit après le vote en tendant la main à tous les partenaires, surtout les ONG congolaises, pour mener ensemble la lutte pour la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Quelques anciens combattants du mouvement rebelle M23 en provenance de l'Ouganda se sont volontairement rendus aux forces armées de la RDC à Bunagana, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Rutshuru au centre au nord Kivu. Ils étaient présentés à la presse locale le mercredi 18 octobre à Goma par le porte-parole des opérations Sokola 2, le major Njije Kaiko. À en croire le major Kaiko, ces anciens rebelles se sont rendus aux forces de l'ordre suite aux mauvaises conditions dans lesquelles ils vivaient en Ouganda. Le major Kaiko appelle les autres combattants encore actifs dans la région à suivre l'exemple de ces 51 miliciens M23, prévenant que la pression de l'armée sera encore très rude sur le combattant actif qui refuse de déposer les armes au Nord Kivu. D'après le porte-parole des opérations Sokola 2, environ 300 ex-combattants M23 se sont déjà rendus à l'armée depuis le début de l'année. Ils sont actuellement placés dans les centres de formation dans le cadre du programme de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. Les stratégies des ADF NALU pour démoraliser les commandements des opérations des FARDC sont désormais démasquées. Dans un rapport publié par le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CIPADO, le mercredi 18 octobre, il s'avère que l'un des stratagèmes mis en place par ces terroristes, c'est la planification des embuscades contre les commandements des opérations qui les combattent. Ces rebelles, avertis le CEPADO, visent l'élimination physique des commandants en charge de l'opération Sokola 1 qui les combattent. Il s'agit du général Mbangu Machita Marcel qui a risqué sa vie sur l'axe routier Mbao-Kamango en territoire de Beni suite à une embuscade tendue à son convoi au PK-16. Un de ses officiers a perdu la vie et 2 autres s'en sont tirés blessés et un véhicule a été endommagé. Le général Marcel, cible principale des ADF, s'en est sorti indemne. Les terroristes n'en sont pas à leur première illustration. Ils ont réussi à tuer le colonel Mamadou Ndala grâce à une embuscade lui tendue. Feu général Lucien Baoma a été aussi victime de ces embuscades, mais il en est sorti indemne à cette époque. Le général Maindo Akili, alias Mundos, est à son temps sorti miraculeusement indemne des 4 embuscades tendues par les mêmes ADF. En rappelant tous ces stratagèmes des ADF, le CEPADO voudrait attirer l'attention de tous les Congolais qui doivent soutenir les FARDC qui se sacrifient dans la traque des terroristes. Beaucoup y ont laissé leur vie, d'autres en sont sortis handicapés. Mais par amour pour la patrie, ils tiennent et défendent l'honneur du drapeau congolais.
La tripartite CENI-SENESA gouvernement a refermé ses portes ce mercredi 18 octobre au Palais du Peuple. À l'issue de ces travaux, de manière générale, la tripartite a demandé à la CENI de publier un calendrier électoral réaliste dans le délai conformément à la Constitution, à sa loi organique et aux dispositions pertinentes de l'accord du 31 décembre 2016. Tout en saluant le travail abattu dans cette tripartite, le Premier ministre Bruno Tshibala estime que la CENI dispose maintenant des moyens pour publier ce dit calendrier. La CENI dispose maintenant, à l'issue de ces travaux d'évaluation, de tous les éléments nécessaires pour préparer et publier, dans le plus bref délai, le calendrier électoral en vue de paver et de baliser le chemin qui va conduire le peuple congolais vers les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. À mon avis, le futur calendrier électoral dont nous souhaitons la publicité dans le plus bref délai doit être, on ne peut plus, réaliste. Le Premier ministre a invité aussi la communauté internationale à honorer ses engagements et à appeler les Congolais au calme. J'espère que la communauté internationale fera de même en ce qui concerne ses propres engagements qu'elle a souscrits en vue d'apporter son soutien matériel et financier au processus électoral en cours dans notre pays. En attendant la publication imminente du calendrier électoral, je lance un appel à tous les Congolais de rester calmes, de défendre la paix, la stabilité, la concorde nationale et la jeune démocratie congolaise en mettant l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans et égoïstes. Nous devons tous montrer à la face du monde que nous sommes un peuple mûr, responsable et capable de prendre son destin en main dans la justice, la paix et le travail. Même appel chez les participants qui ont ici rappelé leurs propositions tout en exigeant de la CENI d'assurer le peuple sur la tenue des élections. Par la loi électorale, on pourra trouver comment diminuer le nombre de candidatures dans les différents scrutins afin que les partis politiques, par exemple, se regroupent et regroupent les candidats pour qu'on ne puisse pas avoir des bulletins de 60 pages où on a 28 000 candidats ou 35 000 candidats. C'est tout cela qui coûte cher. Il y a également une deuxième proposition. La proposition de recourir aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Chaque jour, nous entendons des gens critiquer notre pays, dire qu'ils sont nos amis, mais lorsqu'on leur demande que maintenant ils mettent la main à la pâte pour pouvoir aider la CENI à pouvoir aller de l'avant, eh bien, nous ne voyons rien venir. On a demandé que la communauté internationale également respecte ses engagements envers la CENI. Nous voulons que ces élections soient mieux que celles, meilleures que celles de 2011, meilleures que celles de 2006 et qu'elles se fassent dans la paix. Sur base de toute cette évaluation, à mon sens, bien réalisé que nous avons dit que plus rien n'empêche à la CENI de publier un calendrier électoral réaliste. Le calendrier électoral réaliste signifie seulement deux choses. Un calendrier qui ne peut pas être fondé sur le mensonge. Un calendrier qui tient compte de la vérité des opérations électorales, préélectorales, électorales et post-électorales. Mais un calendrier qui n'énerve pas l'attente de notre peuple. Alors que le président de la CENI a récemment rappelé qu'il faut 504 jours pour préparer l'élection en 3 scrutins, la tripartite dit avoir pris conscience des réalités du chemin critique des opérations qui vont suivre l'étape de constitution du fichier électoral et le délai relatif jusqu'à la tenue des scrutins et l'installation de nouvelles institutions. La tripartite a exhorté la CENI et le gouvernement à accorder le bénéfice de l'urgence au parachèvement de l'opération d'enrôlement. Elle encourage le gouvernement à poursuivre le financement du processus électoral et à fournir à la CENI les moyens logistiques disponibles. Il est à noter que la CENI rencontre actuellement des difficultés financières importantes, preuve son personnel est depuis 3 mois impayé.
La conférence des gouverneurs prévue du 16 au 17 octobre 2017 à Goma a été reportée à une date ultérieure, a annoncé le gouvernement provincial du Nord Kivu. Nous demandons à la population de continuer à prendre des dispositifs pratiques et nous continuons avec le préparatif en attendant que le gouverneur nous donne les nouvelles orientations venant du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité qui en est l'organisateur, a rapporté le gouvernement provincial du Nord Kivu dans un communiqué publié le week-end dernier. Rappelons que la dernière rencontre en juin 2016 avait réuni les gouverneurs autour du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur s'était alors engagé à soutenir et à sécuriser l'organisation des élections, notamment la présidentielle, initialement prévue en décembre 2016. Invités à Kinshasa, les présidents des assemblées provinciales vivent un calvaire depuis quelques jours. Le président de l'assemblée provinciale du Sud-Ubangi a appelé à l'aide dans une interview accordée à la radio onusienne. Il affirme que ses collègues et lui ne touchent pas leurs émoluments depuis près de 7 mois. Le rappelle que les dirigeants des assemblées provinciales ont été invités à Kinshasa pour prendre part à la conférence de gouverneurs qui n'a pas eu lieu. En croire Vincent Mani, président de l'assemblée provinciale du Sud-Ubangi, depuis qu'ils sont à Kinshasa, ils ne sont pas pris en charge et personne ne leur dit quoi que ce soit. Les dirigeants des institutions législatives provinciales se demandent pourquoi on les paye pas eux alors qu'on paye le membre de l'Assemblée nationale et du Sénat. Seuls des éclaircissements venant du gouvernement central viendront couper court à la situation de galère que vivent les présidents des assemblées provinciales. Rentrée judiciaire de la Cour suprême de justice, c'était le lundi 16 octobre à Kinshasa, en présence du Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze, représentant personnel du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Le président de cette cour, Jérôme Kimpele Kitoko, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, magistrat suprême de la nation, ce pour son implication personnelle dans le redressement de la justice en cette période de tournant décisif où la Cour suprême de justice est, non seulement à l'aube de sa 50e année d'existence, mais aussi se reproche assurément du temps de parachèvement de son éclatement définitif en cour de cassation et en Conseil d'État. Il a par la suite parlé de la tierce opposition, qui est une voie de recours extraordinaire du droit français et belge. Cette procédure a été introduite dans l'arsenal judiciaire congolais par le décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile en RDC. Cette procédure, peu connue du grand public, permet à toute personne justifiant d'un intérêt d'attaquer une décision de justice qui lui porte préjudice, a fait savoir Jérôme Kimpele Kitoko, président de la Cour suprême de justice. Controverse autour de la suspension du secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound. Une communication de 4 secrétaires généraux adjoints de l'UDPS, dont Félix Tshisekedi, désavoue cette suspension. Ils disent avoir eux aussi appris celle qu'ils qualifient de rumeur à travers les réseaux sociaux. Ces hauts cadres de l'UDPS affirment avoir constaté avec indignation que la même commission nationale de discipline ad hoc qui prétendait exclure le secrétaire général Kabound en date du 3 juin dernier puisse de nouveau revenir pour le suspendre. Devant ce qui qualifie d'un énième coup fourré contre le secrétaire général Kabound et ce visant à déstabiliser le parti, ces secrétaires généraux adjoints de l'UDPS rejettent énergétiquement cette tentative et font savoir à l'opinion que Jean-Marc Kabunda Kabound reste la seule autorité pouvant engager l'UDPS jusqu'à la tenue du congrès qui ouvrira ses portes bientôt. Alors que, parmi les greffes retenues contre Kabound, figure le refus de donner une suite au mémorandum des fédérations relatif à la demande du congrès extraordinaire du parti. Pour ces secrétaires généraux adjoints, cette communication de l'UDPS vient donc couper court à la fausse rumeur sur la suspension de Kabound, secrétaire général de l'UDPS. Contrairement à ce qu'ils ont pensé, cette communication vient enfoncer davantage le parti de Tshisekedi. D'où viennent ces 4 secrétaires généraux adjoints alors qu'ils n'existent pas dans le statut de l'UDPS? Dans son article 19 sur la nature et la composition du parti, il est clairement écrit que la présidence est composée du président, des secrétaires du parti chef de mission, un secrétaire général du parti, des secrétaires du parti chef de département et un trésorier général. Le secrétaire général
général du parti, dont nulle part est mentionné un quelconque adjoint, est censé coordonner toutes les activités de gestion courante du parti et organise les services administratifs et techniques du parti. Une fois de plus, l'Union pour la démocratie et le progrès social vient de se fourvoyer en cherchant à couvrir son secrétaire général Jean-Marc Kabound, qu'elle a suspendu pour, entre autres, malversation financière, abus du pouvoir et comportement indigne. La coupure d'eau et d'électricité en prétexte à une manifestation des étudiants de l'université de Kinshasa. Mais selon le président des étudiants de l'UNIKIN, interrogé sur les manifestations du mercredi 18 octobre au sein du campus universitaire et dans ses environs, depuis une semaine, une campagne est menée en ligne appelant à une révolte populaire pour dénoncer la proposition de 504 jours pour la tenue des élections. Pourtant, les rumeurs sur ces manifestations ont propagé l'interprétation d'après laquelle les étudiants de l'UNIKIN ont manifesté en protestation contre la coupure d'eau et d'électricité. Cette coupure, qui durait déjà depuis 24 heures quand il y a eu déclenchement de la manifestation, avait rajouté aux souffrances des étudiants qui vivent déjà difficilement, selon les propos de certains étudiants interrogés. D'autres parlaient même de la mort d'un étudiant faute des courants électriques. Dans leur déploiement, certains manifestants qui brandissaient rameaux et branches d'arbres entonnaient des chants d'appel à la révolte et décriaient la mauvaise gouvernance du pays à tous les niveaux. D'autres exigeaient la démission de certaines autorités sur des inscriptions sur des papiers A4 bien arborés. Depuis le rond-point Vatican, où les manifestants se sont rassemblés, ceux-ci se sont dirigés vers la place Intendance, menaçant de brûler des véhicules, et ils ont brûlé des pneus et barricadé certaines artères du campus. À leur intervention, les forces de l'ordre ont tiré des coups de feu en l'air et largué des bombes lacrymogènes, réussissant, non sans affrontement, à disperser les manifestants protestataires. Mais le calme n'est survenu qu'avec la descente sur le lieu des autorités académiques pour assurer les étudiants des rétablissements de la fourniture d'eau et d'électricité à la fin de la journée. Bruno Tshibala et Korninanga sont les noms des deux autorités du pays dont les manifestants réclamaient la démission pour, clamaient-ils, leur incapacité à organiser les élections en décembre prochain. En ces moments, la situation est redevenue calme au campus universitaire de Kinshasa. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée à l'issue de ces agitations des étudiants. C'est le lundi 16 octobre 2017 que s'est ouverte l'année académique 2017-2018 sur toute l'étendue du territoire national congolais. C'est à Goma, à l'est de la RDC, que Steve Mbikaï, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a lancé officiellement cette rentrée. Chose que le ministre lui-même a annoncé sur son compte Twitter depuis dimanche 15 octobre 2017. Cette reprise officielle des cours intervient après la signature d'un protocole d'accord le vendredi dernier entre le gouvernement et les syndicats des professeurs d'université. Ces derniers s'étaient engagés à lever la grève et à contribuer à la réussite de leur rentrée académique de cette année. Il convient de rappeler que les professeurs d'université avaient décrété une grève pour réclamer le paiement de leurs rémunérations auto-budgétaires de 1420 francs congolais pour $1 américain, la mise au statut de certains enseignants et la régulation en grade du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Désormais, la commune est autorisée à exporter ses minéraux bruts moyennant une conditionnalité. La mesure suspendant les exportations de produits miniers non transformés de la sino-congolaise de mine vient de tomber à la suite du mot d'ordre écrit dans une lettre officielle par le ministre de Mines, Martin Kabweloulou, adressée au directeur général de la Sucomine. La décision du ministre est motivée par les réalités contraignantes de cette société minière qui est, dorénavant, obligé de tout mettre en œuvre pour une production à grande valeur ajoutée et pour la transmission régulière des rapports de ses activités. Pour rappel, dans une lettre du 6 octobre 2017, la Sucomune a fait part au ministre de la production des concentrés, de la production des concentrés de cuivre et d'hydroxyde de cobalt, en lui exposant subséquemment les conséquences qui pourraient résulter de l'interdiction en force de l'exportation de ces produits miniers. Toutefois, la Sucomune a évoqué son partenariat et la réalité de la production de ces produits miniers marchands au regard de l'attention soutenue du ministère de Mines par le biais de son ministre Martin Kabweloulou.
La Régie des eaux a procédé à la pose de la première pierre, synonyme du lancement de travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable dans la ville d'Uvira au sud Kivu. La cérémonie s'est déroulée le mercredi 18 octobre en présence de plusieurs responsables de la Régie des eaux Uvira et du gouverneur Claude Nyarugabo qui a lui-même procédé à la pose de cette première pierre. Événement qui augure un bel avenir à sa province en matière de distribution et de consommation d'eau potable. Pour rappel, la population d'Uvira a beaucoup souffert pour trouver de l'eau qui était devenue une denrée rare dans cette partie du pays. Cette initiative de la Régie des distributions d'eau au Sud Kivu s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité inspirée par le chef de l'État, Joseph Kabila, pour offrir à la population une eau potable. Ce, en vue de prévenir le cas de maladies hydriques et d'améliorer la qualité de vie de la population, car, dit-on, l'eau, c'est la vie. Le démarrage du 23e championnat de la Ligue nationale de football a été renvoyé au week-end du 12 novembre. Prévu pour ce vendredi 20 octobre, la commission de gestion de ce championnat, qui s'est réunie mardi 17 octobre à Kinshasa, a décidé de ce report. La raison principale qui a milité pour ces reports est de permettre à ce que passe la date FIFA qui verra l'équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, affronter son homologue guinéenne, le Sili national, le 6 novembre à Kinshasa. Ce, pour les comptes de la 6e et dernière journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Avant cette réunion, le nouveau président de la Linafoot, Bosco Mweobeya Kofele, s'est plié à la cérémonie des passations des pouvoirs avec son prédécesseur Jeff Kapondo. Les sortants a souhaité bon vent à son successeur qui, à son tour, l'a félicité pour le travail réalisé malgré les difficultés rencontrées. Le rappel des grands titres de la semaine, les questions de paix et de sécurité dans la région de Grand Lac ont fait l'objet du 7e sommet de la CIRGL tenu à Brazzaville du 17 au 19 octobre. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange, qui a pris part à ce sommet, a aussi participé à la 8e réunion de haut niveau du mécanisme de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région. Et puis la République démocratique du Congo a été élue le lundi 16 octobre au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, une élection qualifiée de succès diplomatique par rapport aux récriminations auxquelles Kinshasa a dû faire face. Avec cette élection de 3 ans, la RDC aura l'opportunité de faire bénéficier aux autres membres de son expertise en matière de lutte pour la promotion des droits de l'homme. Enfin, la tripartite CENI-SEN et sa gouvernement sur l'évaluation du processus électoral s'est déroulée du 14 au 18 octobre 2017. À l'issue de ces travaux, une recommandation majeure a été faite à la CENI, celle de publier un calendrier électoral réaliste. Le Premier ministre et les participants à ces tripartites ont invité la communauté internationale à honorer leurs engagements à l'égard de la République démocratique du Congo. Fin de cette rétrospective, bon week-end chez vous. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.